Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine avec nos invités. Jacques Julliard, éditorialiste à Marianne et chroniqueur au Figaro, qui vient de publier Comment la gauche a déposé son bilan aux éditions Champ Actuel. Galia Ackerman, historienne spécialiste de la Russie post-soviétique. Bruno Finel, directeur de l'agence d'information Midi Today. Et Aline Lebaille-Crémer, la règle du jeu. On va parler de l'état de la gauche à un mois et demi des présidentielles. On parlera de la situation en Ukraine, du repli des forces françaises au Mali et de la première visite officielle de Naftali Bennett au Bahreïn. Et on va commencer par la gauche à un mois et demi des présidentielles. Jacques Julliard, bonjour. Bonjour. Vous avez rassemblé donc des chroniques tout au long de l'année que vous publiez sous ce titre « Comment la gauche a déposé son bilan ». Le fil qui court à travers ces chroniques, c'est que la gauche a perdu sur le plan des idées et elle a déjà perdu sur le plan des suffrages. Ce phénomène n'a fait que s'accélérer à vos yeux ? Oui, effectivement. Je veux souligner après vous que pour moi, la défaite prévisible de la gauche est d'abord intellectuelle avant d'être politique. C'est, à mes yeux, parce que la gauche a abandonné ce que j'appellerais son ADN, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs dont elle se réclame depuis toujours, depuis la Révolution française. C'est pour avoir abandonné ça que la gauche est à son tour abandonnée par près de la moitié de ses électeurs traditionnels. Alors, cette disparition de la gauche, vous ne la souhaitez pas, Jacques Julliard. Vous semblez même inconsolable de sa disparition. Bien sûr. Est-ce que ce phénomène que vous regrettez est irréversible ? Est-ce que ça n'est pas une dilution plutôt qu'une disparition ? Oh, tout à fait. Je veux souligner 2 points. Le premier, c'est que c'est pas toute la gauche qui disparaît. C'est la gauche social-démocrate à l'heure actuelle. Parce que, après tout, si on se fie aux sondages qui paraissent tous les jours, l'extrême gauche ne se porte pas si mal. Si on additionne les scores prévisibles actuellement de Mélenchon, des candidats trotskistes et de la moitié des écolos qui sont révélés pour la moitié d'entre eux d'extrême gauche, eh bien, on aboutit à quelque chose comme 16 à 17%. Et ce qui n'est pas si mal pour l'extrême gauche. C'est même un bon score. Ce qui a disparu, c'est la gauche social-démocrate. Quand je dis disparu, c'est excessif. Et comme vous me le disiez, naturellement, je le regrette. Je ne pense pas que ce soit définitif, tout simplement parce que il y a cet ADN dont je parlais, il reste profondément ancré dans l'esprit de la population. La France est social-démocrate, mais elle vote à droite. Et c'est un paradoxe, mais si on compare aux pays étrangers, la social-démocratie s'y porte bien. La péninsule ibérique, les pays scandinaves, l'Allemagne sont gouvernés par une gauche modérée et il est très possible que l'Angleterre, le Royaume-Uni fassent la même chose. Donc le cas de la France est très particulier. C'est la conjonction d'un certain nombre de phénomènes liés aux personnes, beaucoup plus qu'à la doctrine qui est en cause. Alors, dans cet ADN, il y a quand même un sujet sur lequel vous êtes catégorique, c'est la laïcité qui est votre grand dada, et vous dites l'affaire est entendue, la laïcité est désormais
renié par la gauche et défendu par la droite. Cela ne me fait pas plaisir, mais la vérité est la vérité. Et oui, je précise, c'est pas toute la droite, hein, mais il est vrai que la droite modérée se réclame de la laïcité, ce qu'elle ne faisait pas avant. Et inversement, la gauche modérée, qui était profondément laïque, ça faisait partie de sa définition, eh bien, je ne dis pas qu'elle la renie complètement, mais elle trouve toute une série d'amendements, de tempéraments. Il faut tenir compte de la situation de l'islam, il faut tenir compte des musulmans en France, etc. Bref, la République laïque du début du XXe siècle, elle est bien loin de l'esprit de nos dirigeants socialistes actuels. Alors, vous faites un éloge quand même léger, mais réel de Valérie Pécresse dans un chapitre sur la droitisation de la société française. Vous dites, il est tout de même étrange que lorsqu'on évoque la laïcité, la sécurité de la République, ce sont désormais des figures de droite, non de gauche qui viennent à l'esprit, oui, comme celle par exemple de Valérie Pécresse en Île-de-France. Et vous dites qu'elle appartient à une droite libérale et modérée, héritière presque à son corps défendant des valeurs que la gauche intellectuelle et partisane a pieusement abandonnées. C'est un éloge, c'est un soutien même, ou je me trompe? Non, écoutez, c'était écrit cela il y a plusieurs mois, hein, ou plusieurs semaines. Pour des raisons tactiques, Madame Pécresse a droitisé son propos. Elle a donné l'impression lors de son meeting de dimanche dernier de chasser sur les terres d'Éric Zemmour et du Front National. Donc, je ne redirai pas les mêmes choses actuellement, mais c'est conjoncturel. Il y a une différence entre Valérie Pécresse, qui est une modérée et qui a adhéré elle-même à la laïcité, et puis la tactique de son mouvement, de son parti et de son état-major, qui l'a poussé à droite, à mon avis, à tort. On voit bien d'ailleurs que ça ne réussit pas beaucoup. Mais vous, vous dites quand même que les Français ne veulent plus de l'affiche Macron-Marine Le Pen pour le second tour. Est-ce que les Français voudront davantage d'une affiche Macron-Zemmour, ou est-ce que Pécresse garde tout de même toutes ses chances? C'est la grande inconnue aujourd'hui. Je crois que les choses ne se décideront que lorsque le président de la République, lorsqu'Emmanuel Macron fera lui-même campagne. Parce que c'est à ce moment-là que se définiront les limites des uns et des autres. Pour le moment, on a l'impression quand on voit les divers candidats, mais ça va de Mélenchon à Zemmour, de boxeurs qui boxent dans le vide, parce que ils ont tous le même adversaire, et ils n'arrivent pas à l'atteindre parce que il est protégé par la meilleure des protections possibles, c'est-à-dire l'Élysée. Alors j'ai deux questions pour finir, Jacques Julliard. La première, c'est simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je voudrais une confirmation, parce qu'on voit une rose fanée sur la couverture de votre livre. Est-ce qu'il y a la moindre chance, un jour, d'une possible résurrection après ce dépôt de bilan que vous racontez dans ce livre? Ma réponse est clairement oui, puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas de raison fondamentale. Les Français, que demandent-ils? Ils demandent
un salaire convenable et la sécurité. C'est le ticket social-démocrate par excellence. Donc, c'est la défaillance actuelle de la gauche en France, qui encore une fois est une exception en Europe, n'est donc pas due à des causes structurelles, mais à une situation particulière qui serait trop long de définir. Mais moi, je suis persuadé que la gauche modérée retrouvera sa place. Simplement, ça mettra entre 5 et 10 ans. Alors, ma dernière question est presque sur un terrain plus philosophique, si j'ose dire, ou même qui relève de la conviction. Je veux dire un mot sur l'affaire Cahuzac. 9 ans après, on en reparle aujourd'hui parce qu'il a fait une déclaration assez émouvante, me semble-t-il, en demandant pardon pour ces écarts qui ont été quand même assez graves, parce qu'il a menti devant la représentation nationale. Ouais. Est-ce que cette affaire n'a pas été un moment dans la crise de la gauche que vous racontez, et là je pose la question à l'éditorialiste, à l'écrivain, à l'historien, au philosophe, est-ce qu'il faut entendre cette demande de pardon? Moi je crois que quand quelqu'un demande pardon, il faut toujours l'entendre. Il faut toujours, à condition que cette demande soit sincère, et c'est l'événement qui le garantit, c'est les comportements de l'individu. Cela dit, il y a toujours eu en France un rapport particulier à l'argent. Et la gauche qui plaide pour la sécurité, pour la justice, lorsqu'il arrive au pouvoir, il y a deux choses qui la fascinent. C'est, pas toujours, hein, je force le trait, mais c'est l'argent et c'est la police. Tout simplement parce que l'exercice du pouvoir est quelque chose qui transforme profondément un individu. Alors, Ali Lebaille-Crémer, qui est avec nous en studio, vous pose une dernière question et après, on vous laisse tranquille. Ali Lebaille-Crémer. Oui, sur la question de la social-démocratie, du déclin de la gauche, en tout cas d'une partie de la gauche, parce qu'il y a quand même une gauche qui tient aussi, qui est laïque, qui est peut-être à la peine en ce moment, mais elle existe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec un social-démocrate revendiqué qui serait peut-être locataire de l'Élysée en ce moment, en tout cas historiquement? Et on note aussi que certains éléments de la gauche le rejoignent en ce moment au nom de la social-démocratie. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement avec le macronisme? Ce qui est vrai, c'est que depuis son élection il y a 5 ans, Emmanuel Macron a fait une sorte d'OPA sur une partie de l'électorat social-démocrate. Quant à ses propres positions, je serais beaucoup plus réservé. Avant d'être élu, il était allé jusqu'à dire qu'il était socialiste. Il a dit ça, Macron. Mais en même temps, un peu de temps après, il a proposé à la jeunesse comme idéal de devenir millionnaire. Ce qui n'est pas tout à fait socialiste. En réalité, Macron est un homme, je ne dirais pas qu'il est double ou qu'il est faux, mais sa personnalité politique n'est pas complètement achevée. C'est quand même étonnant pour un homme qui est depuis 5 ans à l'Élysée. Donc, le fait que une partie de l'électorat socialiste vote pour Macron n'est pas étonnant, mais je ne suis pas sûr qu'il en sera récompensé, parce que la pente actuelle de la société française et de la présidence de la République est une pente vers la droite.
Alors, une toute dernière question qui va nous permettre de faire le lien avec les sujets que nous allons aborder maintenant, Monsieur Julliard. Oui. D'abord, est-ce que vous approuvez le repli du Mali? Et deuxième point, est-ce que vous considérez que ce qui se passe aujourd'hui sur la question ukrainienne est grave pour l'Europe? Alors, je vous réponds très rapidement. Sur le Mali, j'approuve parce que c'était inévitable. Cela dit, ne nous cachons pas que c'est une victoire, pas des éléments nationalistes maliens, mais du djihadisme lui-même, parce que nous étions partis là-bas pour combattre le djihadisme et nous replions partiellement, mais nous nous replions sans avoir obtenu gain de cause, bien loin de là. Quant à l'affaire ukrainienne, elle me paraît très très grave. Je veux dire par là que nous avons affaire à un homme, Vladimir Poutine, dont les motivations ne sont pas connues. Je ne crois pas qu'il soit effrayé par ce qu'il prétend l'être, à savoir l'envahissement de ses frontières par l'OTAN. Mais je crois que c'est un homme qui ne s'est jamais consolé de la chute de l'Empire soviétique, et donc c'est une affaire qui est loin d'être terminée, et il n'y aura pas la guerre parce que les Occidentaux ne l'amèneront pas. Mais si les Occidentaux étaient aussi déterminés que lui, je ne sais pas où nous irions. Merci Jacques Julliard. Je rappelle le titre de votre livre, Comment la gauche a déposé son bilan, et c'est paru aux éditions Champ Actuel. Merci. Je me tourne. Oui, je vous en prie. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Bruno Finel, qui dirige donc une agence d'information au nom de Midis Today. Vous connaissez bien le Mali. La France annonce donc son retrait complet du Mali. Les 2500 soldats français et leurs homologues européens vont se redéployer dans d'autres partie de la région, 9 ans après la décision de François Hollande d'intervenir donc au Mali à la demande des autorités de ce pays menacé par les djihadistes, il faut le rappeler. C'est un échec, ce retrait? Évidemment, c'est un échec. La messe était dite, la France ne pouvait plus rester au Mali, où vous avez une junte violemment hostile aux positions de Paris, qui a pris le pouvoir il y a un peu plus de 2 ans, qui n'accepte pas de transition, qui est sous sanctions internationales et sous sanctions africaines, donc il n'a plus beaucoup de choix. Le Bamako a choisi de nouveaux partenaires, en l'occurrence la Russie et la Turquie, et la position était devenue tout simplement intenable. Maintenant, il faut voir si ce redéploiement, qui est le terme officiel, permettra de lutter contre les djihadistes. Peu probable, parce que la zone fait 10 fois la taille de la France. Donc à partir de base, à Niamey, au Burkina Faso ou ailleurs, on voit mal 2500 soldats lutter efficacement contre des éléments dans le cadre d'une guerre totalement asymétrique. Ce qu'il faut dire aussi, et ce qui est nouveau en Afrique de l'Ouest, dans les années 60 ou 70, voire fin des années 80, les putschs militaires étaient dénoncés par la population. Aujourd'hui, ils sont soutenus face à des pouvoirs qui n'ont pas été en mesure de gérer convenablement les affaires, qui ont abandonné la population. Donc au Mali, au Burkina ou en Guinée, ces militaires qui ont décidé de rompre, pour certains, avec la France, sont largement soutenus par la population dans le cadre d'un populisme et d'une fin d'ère colonialiste qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est la réalité. Hein.
Sachant que ce repli va se faire sur la durée, ça peut pas se faire d'un coup, ça durera quelques mois, est-ce que ça ne va pas être compliqué quand on sait ce qui s'est passé en Afghanistan, quand on sait ce qui s'est passé aussi, c'est plus lointain, avec le Liban, quand les Israéliens ont quitté le Liban, c'était compliqué. Le pouvoir malien, la junte malienne et les terroristes se rejoignent sur le fait de dire tant mieux, les Français s'en vont. Donc ils tenteront sans doute quelque chose. D'autant plus que les convois seront des convois majoritairement terrestres. Pour le reste, la France laisse le Mali à son sort, c'est-à-dire que le pouvoir central ne contrôle que 30 à 35% du territoire. Le reste sera majoritairement contrôlé par les djihadistes. Voilà le résultat. Aline Lebas-Crémer. Oui, c'est quand même la plus longue opération militaire en extérieur depuis la guerre d'Algérie. C'est extrêmement coûteux, extrêmement compliqué, extrêmement lourd en armement, en tactique, en équipement, etc. On note aussi un changement de doctrine au niveau de l'état-major qui a changé, somme toute en France, et qui cherche aussi à rapatrier quelque part un peu les boys, comme on dit aux États-Unis, éventuellement sur des conflits de plus haute intensité, comme on dit. Dans les couloirs de ces sphères-là, qui pourraient être amenés à avoir lieu autour. Mais maintenant, j'ai quand même l'impression aussi que le rapatriement va prendre 6 mois. Mais il reste quand même des choses là-bas, parce qu'il y a l'opération Barkhane, c'est l'opération Barkhane que l'on rapatrie, mais il reste tout de même l'opération Sabre, qui en termes d'opérationnalisation et de cible était aussi la cheville ultra ouvrière. Enfin, les militaires qui ont tué les chefs djihadistes, c'est l'opération Sabre qui reste en poste tout de même. Donc on rapatrie Barkhane, on envoie aussi un message politique, parce que Moscou, parce que Boutros, parce que le golfe de Guinée, etc., etc. Mais j'ai tout de même l'impression qu'il reste quand même des petites puces françaises dans le coin, et pas des moindres, parce que l'opération Sabre, c'est une opération qui est plus secrète, moins mainstream et moins médiatisée, mais c'est eux c'est des alphas, oui, c'est davantage du renseignement. Bruno Finel. Et des cibles atteindre et éliminer, comme on dit. Et des cibles, mais c'est une guerre asymétrique, c'est extrêmement compliqué, car quand vous avez dans le désert un bonhomme sur une mobilette, avec un mouton accroché à l'arrière, comment voulez-vous savoir si c'est un terroriste ou un paysan? C'est ça la difficulté. Bon. Et l'autre danger du retrait français du Mali ou du redéploiement, c'est que, et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit clairement hier matin lors de sa conférence de presse, c'est pas nouveau d'ailleurs, les djihadistes arrivent dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nigeria. Bon, ils sont déjà là au Burkina Faso, ils contrôlent 60% du territoire. J'ai pas l'impression qu'on se retire complètement. Oui, on va faire le lien avec l'Ukraine dont on va parler dans un instant, et on va être rejoint par Galia Ackerman, mais est-ce que ce retrait ne va pas faire les affaires de la Russie qui commence à s'implanter au Mali? Évidemment, ça fait les affaires de la Russie, pas seulement de la Russie, les affaires de la Russie, de la Turquie et de la Chine, qui sont 3 nations. Alors la Chine est déjà présente en Afrique depuis 30 ans de façon puissante. La Russie est revenue plus exactement en Centrafrique et maintenant au Mali. Et pour la Turquie, c'est un moyen pour Erdogan de développer son influence et éventuellement le business également, mais surtout l'influence politique. Voilà. D'ailleurs, à titre d'information, le ministre des Affaires étrangères malien a reçu hier l'ambassadeur de Turquie à Bamako, qui a fait une déclaration disant nous nous réjouissons que le Mali cherche à développer des relations avec de nouveaux partenaires. C'est clair. Alors, on va y revenir dans un instant. Restez à l'écoute. On va marquer une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec Jacques Julliard, Galia Ackerman, Bruno Finel et Aline Lebas-Crémer. Galia Ackerman, bonjour. Bonjour. On est content de vous retrouver. Vous êtes historienne, spécialiste de la Russie post-soviétique. On va faire le point sur la situation en Ukraine. La tension continue à monter, alors même qu'on parle de désescalade et que Poutine souffle le chaud et le froid. Est-ce qu'il y a une désescalade?
Je ne crois pas. Les Russes ont toujours déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'attaquer l'Ukraine, sauf s'il y a quelque chose qui se passe du côté ukrainien. Et justement, ces dernières 24 heures, on voit qu'il y a eu plusieurs provocations, pas du côté ukrainien, mais du côté des séparatistes. Et donc, il y a eu des échanges de tirs assez nourris. Et il y avait, par exemple, un obus, un missile qui est tombé dans une école. Heureusement, les enfants se trouvaient dans une autre pièce et donc ils n'ont pas été blessés. Mais il y avait 3 adultes blessés et bien que ce tir provenait du côté des séparatistes, les autorités de Donetsk et aussi les autorités russes ont déclaré que ça venait bien sûr des Ukrainiens. Et donc c'est surtout cette activité de ces derniers jours et en particulier les dernières 24 heures qui fait penser que les Russes cherchent maintenant un prétexte. Il y a toutes sortes de rumeurs folles qui circulent. Un prétexte pour avancer ou un prétexte pour se retirer? Non, un prétexte clairement pour avancer. Ceci dit, il y a des signaux contradictoires dans le sens où maintenant, la Douma a adopté un appel solennel au président Poutine pour reconnaître les 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Et Poutine a dit, bien sûr, nous allons défendre le peuple du Donbass, mais toutes les possibilités des accords de Minsk n'étant pas encore épuisées, on ne va pas se presser de les reconnaître. Et enfin, en même temps, on a 2 versions finalement. Les Américains affirment possible une attaque de l'Ukraine dans les prochains jours, et les Russes disent qu'ils n'envisagent pas, c'est ce qu'ils disent publiquement, une invasion de l'Ukraine malgré le déploiement de plus de 100 000 soldats à la frontière. Qui est-ce qu'il faut croire? Je crois que les Russes ont une option d'attaquer ou pas. Tout est prêt pour l'attaque. Ce soi-disant retrait, il y avait en effet des armements chars blindés qui ont été retirés de Crimée. On a tous vu cette image d'un convoi qui traverse le long pont de Crimée. Mais en même temps, les principales forces sont toujours là. Et il ne faut pas oublier, il y a plus de 100 000 soldats concentrés le long de la frontière ukrainienne de Kharkiv jusqu'à Odessa, au confins d'Odessa. Il y a les troupes en Crimée, il y a les troupes chez les séparatistes et il y a les manœuvres en Biélorussie. C'est-à-dire que, grosso modo, actuellement, il y a une force de frappe de 200 000 hommes. Je dois dire qu'on n'a jamais eu une telle situation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est un formidable moyen de pression sur l'Occident pour faire plier l'Ukraine, pour reconnaître ce qu'elle ne veut pas reconnaître parce que c'est tout à fait impossible à réaliser, ou si, quoi qu'on fasse, il cherche un prétexte pour attaquer. Voilà. Est-ce que, d'un autre côté, Galia Karman, on voit bien que les Ukrainiens eux-mêmes disent que sont pas loin de reprocher aux Américains une dramatisation excessive en rapatriant les ambassades, etc., les diplomates, alors que l'Europe ne le fait pas, en tout cas pas pour l'instant. Si tous les diplomates ne sont pas évacués, mais il y a une vingtaine ou même peut-être plus de pays qui ont évacué tout le personnel non essentiel. Certains ont transféré leurs ambassades à Lviv. Et en tout cas, on a évacué aussi les membres des familles. Donc, la situation est considérée comme assez grave. Et ce que j'ai lu ce matin, c'est que les Américains ont déjà déjoué quelques, on peut dire, complots visant à faire croire au monde que ce sont les Ukrainiens qui attaquent. Notamment, ils ont dévoilé qu'il y avait un projet d'organiser une attaque par des armes chimiques, faire tuer des civils
et faire passer ça pour les agissements soit des Ukrainiens, soit même des Américains. Donc, on est dans une guerre de propagande de tous les côtés. Il est très difficile de savoir ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est vrai que les Ukrainiens d'une part, essaie de ne pas paniquer, parce que la panique, ça signifie quoi? Ça signifie aussi le départ à l'étranger des acteurs économiques importants. Ça veut dire l'arrêt de tout investissement, c'est la paralysie économique, et ce qu'essaie de faire Zelensky en disant attendez, calmos. Il y avait plus d'une vingtaine de députés de la Rada, le Parlement ukrainien, qui ont fui vers l'étranger, et donc Zelensky leur a demandé de revenir. Mais on ne peut pas dire que les Ukrainiens ne se préparent pas à la guerre. Il y a déjà une concentration assez importante de l'autre côté du Donbass, du côté ukrainien. Et il y a, vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est même très touchant, parce que il y a des gens ordinaires qui se préparent. Et donc, par exemple, une vieille femme à Kharkiv qui dit « Écoutez, moi j'ai un chat, je peux pas partir, mais j'ai un vieux fusil, je me défendrai. » Vous voyez ? Oui, effectivement, c'est un reportage qui a été fait, qui a été repris dans Le Monde aussi. Galia Ackerman, quand le président Macron se rend à Moscou et à Kiev et qu'il dit qui plaide pour une désescalade, pour le respect de la souveraineté de l'Ukraine d'un côté et de l'autre, pour le respect de la sécurité à la frontière russe, la sécurité des deux côtés d'ailleurs. Vous êtes d'accord là-dessus? Écoutez, il vaut toujours mieux parler que de tirer. Donc, je pense que tout cet intense ballet diplomatique qui implique les dirigeants européens, les dirigeants américains, tant que ça continue, il y a peut-être un espoir que il y aura pas d'attaque sur l'Ukraine. En même temps, on n'est pas dans la tête de Poutine, et le problème qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la Russie, il n'y a qu'un seul homme qui décide de tout, et c'est Monsieur Poutine. Ouais. Alors, d'abord, vous, Aline Lebay-Kremer, il faut dire que vous connaissez bien l'Ukraine, vous y avez été plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin ? Petit 1 que je souscris totalement à ce que Galia a dit. L'Ukraine, ça rend fou Poutine. C'est pour lui l'aspiration des Ukrainiens qui s'est quand même manifestée sur le Maïdan en 2014. Et depuis, ça le rend dingue. Pour lui, l'Ukraine, c'est à lui. C'est une fenêtre vers l'Europe dans laquelle les Ukrainiens ont plutôt envie d'aller, vers l'Europe et vers l'OTAN. Et pour lui, c'est assez insupportable. On rappelle que c'est quelqu'un qui donc considère que l'éclatement de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et c'est quand même dans le logiciel. C'est insupportable pour lui qu'un des anciens satellites qu'il considère à peine comme un peuple, qu'il ne considère pas comme un peuple. D'ailleurs, c'est écrit dans un texte qu'on peut trouver, j'imagine encore sur le site du Kremlin, kremlin.fr. Donc ça le rend fou. Et puis cette guerre a tout de même est une guerre larvée depuis 2014. Là, on a cranté d'intensité, on passe à autre chose, on entre dans une autre scène, dans un conflit qui risque d'être extrêmement violent, mais il l'est déjà en soi, parce que depuis 2014, il y a tout de même dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, une guerre de tranchées qui a fait 14 000 morts. C'est tout près de l'Europe et ça existe. Il y a déjà de la souffrance, de la douleur, il y a déjà de la panique. Donc ce qui se joue aussi en ce moment, en effet, c'est une guerre ce qu'on appelle une guerre de communiquer, des guerres de communication. Les Russes ont des moyens de propagande et de communication extrêmement, parmi les plus lourds du monde en termes sur les réseaux sociaux, de cyberattaques, de grosses boîtes de com. Il y a quand même du gros consultant en public à faire, très 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 fatigué. En ce moment, il y a une énorme guerre, à savoir qui rappelle d'ailleurs 2008 en Géorgie, que j'avais suivi. Il y avait aussi tous ces enjeux qui se passent en back-office, qui sont extrêmement lourds, et on espère que, surtout
on va pas dépasser un chiffre. Enfin, elle est terrible cette guerre. Elle est aux portes de l'Europe et elle n'a pas débuté le 31 décembre dernier. Non, elle débute en 2014 quand le peuple ukrainien décide d'aller vers l'Europe, vers l'état de droit, vers la justice qui tient la route, vers une police qui tient la route, décide peut-être de même faire un système de corruption. Ça démarre là. Et Poutine, ce n'est pas son truc. L'état de droit, la justice et la police qui tient la route. Et on n'est pas à l'abri, au surplus, d'un petit incident qui peut allumer la mèche. Bruno Finel. Oui, vous évoquez à l'instant la propagande russe ou soviétique. Les Allemands ont eu le courage d'interdire la diffusion de la chaîne RT. Absolument. Sputnik est plus compliqué puisque c'est un site internet. Mais en tout cas, s'agissant de la chaîne RT, pourquoi la France ou d'autres pays européens ne décident pas tout simplement d'interdire la diffusion d'une chaîne qui est une chaîne de propagande financée par le Kremlin. D'ailleurs, quand Poutine était venu juste après l'élection de Macron, si mes souvenirs sont bons, Macron avait pointé du doigt l'influence néfaste de RT, il n'a rien fait. Absolument, sauf que à l'époque, ils n'ont pas été invités, les journalistes de RT, au groupe qui couvre donc les déplacements du chef de l'État, le pull présidentiel. Mais c'est vrai que il y avait des avertissements de CSA. Le problème de RT, c'est que c'est quand même une propagande très maligne. C'est une propagande qui, en France, et c'est pareil dans d'autres pays étrangers, est moins centrée sur les explications de ce que fait la Russie, et elle le fait aussi, et bien sûr dans les intérêts du Kremlin. Mais elle dénonce surtout tout ce qui ne va pas chez nous, en exagérant, en augmentant les tensions sociales, etc. On l'a vu très bien avec les gilets jaunes. Maintenant, j'imagine que si on avait dit ah oui, on vous ferme, on vous interdit, il y aurait eu beaucoup de voix qui se seraient élevées. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été quelque chose de très important quand même en France. Mais les Allemands l'ont fait. Les Russes se sont vengés en coupant le signal de la Deutsche Welle. Ça n'a pas été plus loin. La France pourrait faire la même chose. C'est parce que là, ça n'a pas encore commencé à diffuser. C'était nous, peut-être c'était l'erreur d'évaluation, d'appréciation. J'étais d'ailleurs parmi les gens qui ont signé une pétition pour que cette chaîne ne soit pas autorisée en France. Mais maintenant qu'elle existe depuis plusieurs années et qu'elle s'occupe essentiellement à critiquer la France et l'Occident, on l'interdit, on va dire, ah voilà, vous fermez la gueule, excusez-moi, de ceux qui vous critiquent. Vous comprenez, c'est ça la difficulté. En plus, RT a une politique très agressive. Dès qu'il y a le moindre tweet qui la critique, ils sont là, ils répondent. Ils font un procès et ils ont fait des procès déjà à une bonne dizaine de personnes. Ils ont un très bon avocat, les moyens sont illimités et donc les gens sont obligés de se défendre, de prendre des avocats, etc., etc. Donc c'est compliqué. Une toute dernière question, une réponse courte parce que j'aimerais qu'on ait le temps d'évoquer avec Bruno Finel et avec vous la visite de Naftali Bennett au Bahreïn et les accords d'Abraham. Est-ce que on peut vous demander si la pression exercée par la Russie, est-ce que cette pression va cesser dès lors qu'on s'entendra sur la frontière avec l'Ukraine? Ou est-ce qu'il ira nécessairement plus loin? Vous savez, ces derniers temps, on entend non seulement M. Poutine qui, comme Aline l'a dit, ne reconnaît même pas le peuple ukrainien en tant que tel, parce que pour lui c'est le même peuple, les Russes et les Ukrainiens. Il dit que l'Ukraine en tant qu'État n'a jamais existé, sauf quand Lénine l'a proclamé République d'Ukraine, mais ça a été depuis des centaines d'années une province de Russie et l'Ukraine occidentale province de l'Empire austro-hongrois. Et maintenant, il y a aussi des expressions. On parle de l'Ukraine en Russie comme des experts, comme d'un pays avec souveraineté limitée.
qui n'a pas le droit à avoir la pleine souveraineté du fait de sa situation géographique. Donc, il s'agit d'une approche purement coloniale. Je n'ai pas d'autre mot pour définir ça. Et je pense que ce qu'a dit Aline, idéologiquement, c'est pas seulement une question de prendre plus de territoire, les terres fertiles, etc. Il s'agit surtout de ne pas avoir un pays qui aspire à la liberté, qui est où l'expression est infiniment plus libre, etc., par rapport à la Russie. C'est un contre-exemple pour la Russie. Et donc, il faut leur fermer le clapet. Et si vous voulez dire les choses très... Un mot pour finir sur ce sujet. Alors, deux petits mots. Oui, parce que l'état de droit, Poutine, c'est pas son truc. On l'a vu, y compris en interne, parce que ce qui se passe à l'extérieur, enfin, bon, lui, il considère comme l'interne, mais ça reste encore l'extérieur, va aussi avec les répressions d'opposants politiques, d'ONG, dont la symbolique mémoriale qui a été fermée, qui est quand même quelque chose d'énorme, en fait, symboliquement en Russie, cette fermeture de cette incroyable ONG, et de deux, ce projet aussi, oui, il y a du colonialisme, etc., mais ça s'inscrit aussi dans un projet très très global à l'œuvre, enfin selon certaines choses, qui s'appelle l'eurasisme de Poutine. C'est aussi une manière de rééquilibrer le point central de tout ça, l'eurasisme. L'eurasisme, quelque part, se construit contre l'Occident. L'eurasisme, précisons que c'est l'Europe et l'Asie. C'est ça qui se joue aussi. Et l'histoire de Kiev, qui serait le berceau de la Grande Russie, etc. Il faut comprendre aussi que ça devient aussi le point central de fédération entre sa partie orientale et sa partie occidentale. Ça fait la jonction. Donc ça s'inscrit aussi vraiment, et pour comprendre ce qui se passe aussi, il faut vraiment comprendre ce que c'est que l'eurasisme, et à quel point il y a une détestation de l'Occident, de ce qu'on représente en termes de liberté, d'état de droit, encore une fois, de lutte contre la corruption. Voilà, c'est ça qui se joue aussi. Alors, si vous voulez bien, on va passer au quatrième sujet. On est fidèle au 4 quarts, qui est le fil rouge de cette émission. Naftali Bennett a effectué il y a quelques jours une visite officielle au Bahreïn. C'est la première visite officielle d'un premier ministre israélien dans ce royaume, grâce à la signature des accords d'Abraham. On a entendu l'hymne israélien retentir. Ça aussi, c'est une première, Bruno Finel. C'est une première, oui. C'est dans la lignée des accords d'Abraham. Ce qui est intéressant, c'est que le Bahreïn est tout à fait différent des Émirats. Les Émirats, c'est une population majoritairement sunnite. Au Bahreïn, le pouvoir est détenu par les sunnites. Le reste de la population est chiite, sous influence de l'Iran. Géographiquement, ça n'est pas loin. Donc c'est ça qui est intéressant. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que les Israéliens vont ouvrir à Manama le premier bureau de représentation, en quelque sorte, de l'armée. D'accord ? C'est qu'il n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est aussi le signe d'une coopération étroite sur le plan stratégique et sécuritaire entre les responsables de ce pays et les Israéliens. Il est vrai que le Bahreïn est dans une situation tendue. Il y a quelques années, il y avait eu des émeutes fomentées par les Iraniens, et heureusement les Saoudiens avaient traversé le pont et avaient sauvé le régime. Donc c'est voilà. Mais ça fait partie évidemment de du renforcement concret de ce qui est contenu dans les accords d'Abraham, à la différence près que aux Émirats, notamment à Dubaï, le courant d'affaires depuis 2 ans est énorme, plusieurs milliards de dollars. Pour l'instant, avec le Bahreïn, c'est relativement limité. Il a été question au cours des conversations de Naftali Bennett avec le roi du Bahreïn du renforcement et de l'élargissement des accords d'Abraham. Et il pourrait y avoir d'autres candidats qui se joignent à ces accords. Ce sont les supputations depuis la signature des accords. On parle de l'Arabie Saoudite, mais personne n'en sait rien. On parle du Koweït, mais le Koweït reste très hostile à Israël. Donc ça, on est au stade des supputations. Et beaucoup estiment que ce serait une erreur d'étendre ces accords à l'Arabie Saoudite. En tout cas, cette visite, c'est aussi un message fort envoyé à l'Iran, non ?
Message fort, pas vraiment, parce que l'Iran sait de quoi il en retourne concernant l'alliance entre les Émirats, Bahreïn et Israël et les Américains. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Mais il est certain qu'avoir une présence, ou du moins des conseils militaires à Manama, ne fait pas plaisir à Téhéran, ça c'est clair. Alors, vous voulez réagir là-dessus, l'un ou l'autre. Sinon, je vous propose de passer, il nous reste quelques minutes, de passer à un exercice qui est celui du coup de cœur ou du coup de griffe de la semaine. Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine? Un livre, un film, une série, une déclaration, un événement? Ou d'un autre côté, un sujet qui vous a rendu en colère, par qui voulez-vous qu'on commence? Alors, j'ai le droit d'en dire deux. Je voudrais citer les loups. Les loups de Benoît Vitkine. Alors, les loups de Benoît Vitkine, qui est le correspondant du Monde à Moscou, qui vient de sortir son livre et qui est on ne peut mieux dans l'actualité. C'est un roman, c'est une fiction, mais bon, on voit bien qu'il y a quand même un prix Albert Londres à l'écriture sur le sujet. Et de deux, le numéro des 30 ans de la règle du jeu, bien sûr. Voilà, un numéro anniversaire de la revue de BHL avec un thème « Comment lisez-vous ?» décliné par 181 personnalités. Galia Ackerman. Je reste toujours dans mes intérêts russes, si j'ose dire, et je signale la parution de 2 ouvrages aux éditions Verdier, l'un de Luba Jürgenson qui porte le titre à premier abord incompréhensible, Le semeur Dieu. Dieu, pas Dieu le suprême, mais D' les yeux. Voilà, c'est une ligne tirée d'un poème de Chalamov, qui est un immense écrivain, et dont elle analyse le parcours et décortique la prose, qui est une prose très laconique, presque exclusivement consacrée à son expérience, très longue expérience carcérale. Et bien sûr, c'est très intéressant aujourd'hui, alors que le mémorial, justement, qui lutte pour la préservation de la mémoire, est en train d'être dissous. Bruno Finel. Alors mon coup de cœur, entre guillemets, c'est plus de l'information sanitaire, c'est la fin du pass vaccinal en Israël et la fin des tests PCR à l'aéroport, probablement début mars. C'est-à-dire que désormais, les touristes peuvent se rendre sans problème. Les touristes peuvent déjà se rendre sans problème en Israël. Désormais, on peut aller partout. Voilà, simplement, vous pouvez, Shlomo, être négatif à Paris, arriver à l'aéroport à Ben Gurion et être positif. Auquel cas, vous restez 5 jours chez vous. Pour les touristes, la perspective de rester à l'hôtel 5 jours n'est pas très excitante. Là, normalement, à partir de début mars, vous accélérez comme avant. Voilà. Et liaison avec votre sujet précédent, il semble que le tourisme va exploser à l'origine des pays que nous avons évoqués, notamment du Maroc. Effectivement, le Maroc, ils estiment qu'en 2022, si tout va bien, s'il n'y a pas un retour d'un autre variant, il y aura au minimum 200 000 touristes qui visiteront le Maroc. 200 000 touristes israéliens. Israël, oui. Voilà, et ben écoutez, c'était le coup de cœur de Bruno Finel. Merci à nos 4 mousquetaires qui se sont prêtés au jeu de l'émission 4 quarts politique de la semaine. Merci à Jacques Julliard, Galia Ackerman, Bruno Finel et Aline Lebaille-Crémel. Bon dimanche à tous.